Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré cette semaine au changement de genre, changement de sexe. Avec nous pour en parler, Laure Viel. Laure Viel est d'origine suisse, vous étiez même un soldat suisse et vous avez voulu changer de sexe. Et vous racontez dans un livre publié aux éditions du Bord de l'Eau, quand un Suisse change de sexe, comment ça s'est passé. En face de vous, Arnaud Alessandrin. Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie. On peut dire qu'il a travaillé sur le problème du transsexualisme ou devenir trans. Et il a publié « Déprivilégier le genre » chez Double Ponctuation. Et puis « Sociologie des transidentités » au Cavalier Bleu. Je vais commencer par une petite question à votre propos. Qu'est-ce que ça veut dire la transsexualité et comment est-ce que vous la définiriez ? C'est pas moi qui ai défini la transsexualité ou le transsexualisme. Il s'agit là d'une définition psychiatrique née en 1953 qui définit les personnes qui désirent changer de sexe ou changer de genre du point de vue d'une maladie, du point de vue d'une pathologie, avec un vocabulaire, un imaginaire autour de cela, le désir total de changer de sexe, le désir permanent de changer de sexe, motivé par un dégoût de soi. Alors on voit bien que parler de transsexualisme, c'est parler d'une maladie. On sait aussi que... Aujourd'hui, c'est plus considéré comme une maladie. Exactement. On sait aussi que depuis 1953, les choses ont beaucoup évolué. On parle donc plutôt de personnes transidentitaires ou de personnes trans pour éviter justement la stigmatisation et la pathologisation des personnes. Bon, c'est pas évident, on va le voir tout au cours de cette émission, qu'on puisse éviter encore aujourd'hui la stigmatisation, parce que de la même manière qu'il y avait une stigmatisation vis-à-vis des homosexuels, hommes ou femmes, la stigmatisation vis-à-vis des transsexuels continue. Alors Laure Viel, je disais que vous êtes suisse, vous étiez même un soldat suisse, et vous avez décidé de devenir une femme. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'est faite cette décision, comment s'est prise cette décision pour vous, et qu'est-ce que ça a représenté ? Alors cette décision, dans mon parcours, dans mon histoire, il est venu un moment où je ne pouvais plus continuer comme ça dans cette peau d'homme. C'était juste plus possible. C'était vers l'orée de la quarantaine. Ce sentiment d'être une femme était en moi au plus profond depuis mon enfance. Et de manière permanente, j'ai essayé de lutter contre. C'était quelque chose qu'à l'époque, on en parlait, à cette époque-là, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, jeune adulte, c'était un sujet dont on ne parlait pas comme aujourd'hui. Et je n'avais aucun repère par rapport à ce sujet. Donc, c'est des choses que j'enfouissais, que je refoulais, et j'ai lutté contre. Est-ce que vous confiez le fait que vous vouliez être une petite fille à des proches, à vos parents ? Non, en plus, il se trouve que pour ça, c'est un autre sujet, mais j'ai eu une enfance un peu bousculée, donc j'étais un petit peu... j'étais pas très entouré, ni très écouté. Je n'aurais pas trouvé d'écoute sur cela. Je sais pas, mais enfin pour moi, c'était juste impossible d'en parler, quoi. Et mes parents étaient devenus un petit peu des étrangers en plus. Donc ça, c'est une autre question, voilà. Alors, vous avez toujours eu ce désir de devenir une femme. Et comment est-ce que vous avez pris la décision de franchir le pas et de concrétiser ? Alors, j'ai vécu, je le raconte dans mon livre, des moments avant comme je pense beaucoup de personnes trans, de travestissement notamment, qui sont presque un pis-aller, si je puis dire, et suivi de périodes de sentiment de culpabilité, voire de honte, de rejet de cette part-là de soi-même. Et il y a un moment où c'est devenu trop fort, où j'ai senti que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes. Et bon, je me suis orienté pour trouver des coordonnées de médecins, compréhensifs. Parce qu'il y en avait déjà. C'était une époque, j'ai fait mon parcours, ma transition, à une époque très différente d'aujourd'hui. C'était dans la première moitié des années 2000. Donc, on parlait donc le sujet n'était pas médiatisé comme maintenant. Il n'y avait pas le même type de prise en charge. Le corps médical était quand même, je crois, assez fermé. Donc, c'était difficile de trouver des médecins qui
qui aide vraiment. C'était très psychiatrisé, il fallait passer par un psy qui donnait l'aval à un traitement hormonal et à toutes les autres étapes qui suivent, qui vont avec, l'épilation, etc., qui sont prises en charge par la Sécu. Et en me renseignant notamment sur Internet, parce qu'Internet était déjà important à ce moment-là pour ça, j'ai eu les coordonnées d'un psychiatre auprès de qui j'ai trouvé de l'aide. J'avais auparavant été suivi par 2 psys. J'ai fait de nombreuses années de thérapie. Et un psy m'avait dit, le dernier psy à qui j'avais essayé d'en parler, me disait que c'était vraiment une idée presque saugrenue, farfelue, et il me disait de faire ça, d'en faire mon jardin secret, quoi, de me travestir dans mon coin, grosso modo, pour canaliser cette pulsion-là, mais que vraiment c'était un truc impossible, quoi, de changer. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il avait en tête le fait qu'on puisse séparer changement de genre et changement de sexe, ou pour vous cette séparation n'a jamais eu lieu d'être? Non, pour moi, elle n'a pas eu lieu d'être. Pour moi, le sujet, c'était bien de changer de sexe. Pour moi, donc, et je ne pense pas qu'il avait cette dissociation en tête. Peut-être, mais ce n'est pas mon sentiment. Et est-ce que vous avez l'impression que vous étiez préparé à changer de sexe et que pour vous, ça ne s'est jamais posé, le problème du changement de genre? Non. Pour moi, c'était bien. C'était vraiment changer de sexe, notamment sur le plan génital. C'était important. Et c'était ça qui faisait pour moi toute la différence. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est la manière dont on présente la chose aux autres. À l'époque où vous avez changé de sexe, vous travailliez, oui, et vous racontez, par exemple, comment ça s'est passé. Dans votre livre, vous racontez comment ça s'est passé avec votre patronne. Oui. Alors peut-être vous pouvez en dire un mot. Oui, c'était très drôle parce que je suis dans un milieu professionnel, celui de la presse écrite, qui est plutôt, la presse est plutôt réputée être un métier d'esprit où les gens ont l'esprit peut-être assez relativement ouvert. Donc, et j'avais, donc, il est venu un moment où, ma transformation avançant petit à petit, par petites touches, un peu impressionnistes, comme ça, il y a eu une longue période d'entre-deux, et je me suis dit, il faut que je parle à ma rédactrice en chef, que je lui dise, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et il y avait notamment eu un repas de travail avec des personnes de l'extérieur, des interlocuteurs professionnels, où le serveur du restaurant et le sommelier m'appelaient madame. Et j'avais des gens de mon entreprise, j'avais 2 personnes de mon entreprise qui étaient là. Donc il y avait toute une ambiguïté qui s'était instaurée. Je me suis dit, il faut vraiment que je parle. Et un jour, je me suis décidé à lui parler. J'ai sollicité un déjeuner avec elle. Et puis, je lui disais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je lui parle, si elle avait remarqué des changements. Non, je n'ai rien remarqué. Et je lui dis, puis, il a fallu quelques minutes comme ça d'échange, et je vais lui dire, tu sais, je vais devenir une femme, je vais changer de sexe. Et puis elle me dit, écoute, j'ai eu peur que tu voulais m'annoncer ton départ. Donc c'était... Vous écrivez à ce propos, vous écrivez qu'au fond, il est peut-être plus facile d'être transsexuel que syndicaliste. Oui. Oui, parce que dans ma vie professionnelle, il y a eu une période où j'ai eu un engagement syndical, disons, assez marqué, dans une période qui était conflictuelle, où il y avait pendant 3 ans, on avait un plan social chaque année, et comme ça arrive parfois, c'est une source de tension, et j'avais subi il y avait des tensions très fortes qui s'étaient créées. J'avais subi une mise au placard, ce qui arrive parfois, comme ça peut arriver parfois aux syndicalistes. Et c'était assez... On mettait la syndicaliste au placard, mais on ne mettait pas la transsexuelle à l'écart. Oui, et après ma rédactrice en chef, j'avais sollicité un entretien avec le DRH de l'entreprise, et qui lui aussi m'avait dit... Écoutez, c'est une décision tout à fait respectable, c'est une décision qui relève de votre vie privée, qui est tout à fait respectable, et ça ne nous posait aucun problème. Et je suis personnellement attaché au rejet de toute forme de discrimination, et s'il y a quoi que ce soit, venez me voir. Donc j'ai vraiment eu un entourage, un environnement professionnel qui était très ouvert. Alors, ce qu'a vécu Laure Viel, je voudrais avoir votre point de vue, Arnaud Alessandrin, signifierait qu'au fond, peut-être que les barrières vis-à-vis des transsexuels ne sont pas aussi considérables que les barrières l'étaient vis-à-vis des homosexuels. Ce qui est certain, c'est que,
concernant les personnes trans, nous faisons face à un maintien de la transphobie à des niveaux très élevés. Les enquêtes de 2014-2015 montrent que 85% des personnes trans subissent des discriminations transphobes au cours des 12 derniers mois. Je n'ai pas dit au cours de leur vie. J'ai dit au cours des 12 derniers mois dans des espaces aussi variés que l'espace public, l'espace de la santé, mais aussi le travail. Et ici, je suis ravi que ça se soit aussi bien passé pour vous. Malheureusement, les chiffres montrent que pour les personnes trans dans le milieu du travail, il y a encore énormément de résistances, des résistances qui renvoient à des représentations. Et là, du côté des médias, c'est vrai, il y a eu une évolution, mais on voit encore des préjugés et des stéréotypes très nets. Et puis des représentations qui sont aussi théorisées, renforcées par des théories. Et de ce côté-là, force est de constater que notamment les productions psychanalytiques ont maintenu les personnes trans du côté de la normalité ou bien la pathologie, ce qui n'aide pas à une pleine compréhension et à une pleine intégration des personnes trans dans nos sociétés. Laure Viel. Oui, je souscris à votre propos. La transphobie, moi, je l'ai rencontrée. Alors, je vais parler de choses quand même un petit peu privées, quoi. Mais je l'ai rencontrée non pas dans ma période de transition ou dans la vie quotidienne. Ensuite, je me suis jamais fait casser la gueule dans la rue ou eu des remarques déplaisantes, des choses comme ça, comme ce que certaines personnes peuvent vivre. Mais par contre, de la part... alors, je suis devenue une femme hétérosexuelle et j'ai des relations avec des hommes. Alors, il m'est souvent arrivé, j'ai beaucoup de relations sans lendemain ou sans beaucoup de lendemain. Et si je ne dis rien à un homme que je rencontre, il n'y a pas de problème. Mais si je dis à un homme que je rencontre que je suis une femme trans, là, grand froid. Et je risque de voir le monsieur tourner les talons, quoi, sans violence, sans... Ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, la prévention n'est peut-être pas au premier abord, mais la prévention est quand on découvre effectivement que vous êtes transsexuel. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Et donc, dans les rapports sexuels, là c'est très compliqué. Oui, absolument. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Et vous racontez dans votre livre que votre sexualité a du mal, au fond, à s'affirmer comme telle, comme celle d'une personne trans. Oui, alors... si je ne dis rien, ça va. Mais si je raconte mon histoire, il y a juste deux hommes que j'ai rencontrés avec qui ça n'a pas jeté de froid, avec qui ça n'a pas créé de malaise. Mais ce sont vraiment des exceptions. Alors ça va dans votre sens, monsieur Alessandra. Alors j'aurais préféré que ça n'aille pas dans mon sens, que les témoignages ne parlent pas de transphobie. Malheureusement, les représentations, notamment les représentations médiatiques, on peut penser aux séries, renvoient à cet imaginaire. Et pour vous donner quelques exemples, il existe de très nombreuses séries où les arcs narratifs, c'est-à-dire les récits d'un épisode à l'autre, sont basés sur ce moment, cet événement qui est l'annonce de la transidentité au partenaire ou à la partenaire. En général, c'est une femme trans qui annonce à un homme cisgenre, donc non trans. Et on voit dans des séries de la violence, de la discrimination et des phénomènes de dégoût, de rejet. Peut-être que progressivement, avec cette médiatisation dont vous participez, le seuil de tolérance va être augmenté. En tout cas, c'est à souhaiter. Vous pensez qu'on est passé, au fond, d'une question médicale à une question sociale et politique ? Oui, peut-être. Parce qu'avant, c'était... À l'époque où j'ai fait ma transition, c'était une question très médicale, c'était très médicalisé et surtout très psychiatrisé. Et aujourd'hui, je sais que les parcours le sont beaucoup moins, je crois. Mais c'est une question sociale, politique qui est importante. Mais alors, c'est peut-être comme sur beaucoup de sujets sociétaux. Il y a les évolutions, les grandes évolutions sociales, et il y a ce qui se passe dans la tête des gens, qui sont deux choses distinctes toujours, quoi. C'est dans ce que je vous livrais tout à l'heure, juste avant. C'est un peu une illustration de cette dissociation. En fait, le changement de sexe, après avoir été une décision médicale, est resté très longtemps une décision psychiatrique, arbitrée par les psys, et puis ensuite aussi une décision éventuellement d'un juge juridique. C'est un peu comme si, au fond, on avait tout le temps des instances de pouvoir qui décidaient
du changement de sexe plutôt que du changement de genre. Est-ce que vous faites une différence entre changement de genre et changement de sexe? Est-ce que vous acceptez l'idée qu'on puisse changer de genre sans changer de sexe? Alors, le sociologue n'a pas d'avis moral sur les questions. Il observe ce qui se fait, et ce qui se fait actuellement, c'est plutôt que l'immense majorité des changements de genre ne passe pas par un changement de sexe, mais plutôt par la prise d'hormones, le changement de prénom. Et vous avez raison, dans cette configuration, la psychiatrie est plutôt mise au banc après avoir été très largement critiquée, et le juge intervient modérément, notamment pour le changement de prénom. On voit qu'il y a une reprise en main par les instances locales, notamment les mairies, pour accepter des changements de prénom, ce qui répond en réalité à votre précédente question. Nous avons glissé d'une question sociale d'une question médicale à une question sociale. La preuve en est, on en a parlé, le concept de transphobie, qui en France est reconnu en 2016. Il faut donc attendre 2016 pour que enfin les personnes trans aient le droit de porter plainte face à un acte transphobe. Donc, cette prise en compte des questions sociales, représentationnelles autour des transidentités, c'est vrai, font que la médecine, progressivement, s'est éloignée de la prise en compte, de la prise en charge de la question, sans que, toutefois, les personnes trans fassent des parcours en dehors de la médecine. Elles demandent et ils demandent l'avis, la sollicitation, le support de médecins. Vous avez raison, il y a une vraie différence entre ce que la société produit et la façon dont ça se sédimente dans les représentations des gens. Ce qui fait que le changement, il n'est peut-être pas forcément dans les textes de loi. Il est aussi dans la tête des gens et ça produit des retours de bâton, des backlash, parce que entre le moment où on annonce qu'il faut accepter, intégrer, ne pas discriminer les gens, et le moment où il faut changer nos propres représentations, il se passe parfois un temps long. Laure Viel? Oui, c'est tout à fait ça. C'est complètement mon sentiment. Et je pense qu'il faudra encore du temps. Est-ce qu'il y a eu un moment où la justice est intervenue pour vous faire passer de Laurent à Laure? Oui, ça a même été la période la plus difficile et la période... C'est ce que vous racontez dans votre livre, allez-y. Mon parcours, transition, comme on dit, ça reste la période la plus extraordinaire de ma vie parce que c'est une remise en cause radicale, donc je pense que je ne vivrai jamais rien d'aussi intense, donc c'est plutôt un bon souvenir. Mais la partie de changement, la section changement d'état civil a été très douloureuse parce qu'il fallait passer par des expertises, donc il m'a fallu seulement rien que pour le changement de prénom et d'état civil, donc il m'a fallu 5 expertises. Donc, j'ai eu 3 expertises psychiatriques, une du psy qui m'a suivi longtemps, qui est un vieux monsieur retraité maintenant, mais qui était quelqu'un de connu, un autre psy que j'avais choisi, et un psy, et le tribunal, ma demande de changement d'état civil avait été traitée, à l'époque c'était traité par le TGI, et avec qui j'avais remis un dossier déjà conséquent. Donc je précise que la demande a été faite quand j'étais déjà opéré et que je vivais et travaillais sous une identité féminine. Mon employeur avait accepté que du moment que j'étais opéré, on avait convenu ça, que je signe sous le nom de Laure et non plus de Laurent. Et donc, socialement, je vivais déjà en femme. Et donc, mais ça ne suffisait pas au tribunal. Donc il y avait ordonné des expertises, une expertise gynécologique, une expertise psychiatrique et une expertise endocrinologique. L'endocrinologue avait d'ailleurs demandé un karyotype. Donc alors que j'étais opéré et que je vivais sous identité féminine, il fallait que je montre, savoir si j'étais XX ou XY ou XXY, enfin toutes les variations qui peuvent exister. Et ça avait été assez pénible, quoi, parce que chez l'expert gynécologique, vraiment j'avais l'impression d'être avec les médecins coloniaux qui mesuraient les caractéristiques physiques des habitants des pays colonisés au XIXe siècle pour essayer de classer les races, quoi. J'avais ce sentiment-là. Et tous les médecins, les 3 experts payés par
choisi par le tribunal était, alors c'est très étrange ça, on retombe dans les stéréotypes, était très, alors il voulait savoir si j'avais des relations sexuelles en tant que femme et avec qui, c'est-à-dire avec des hommes ou avec des femmes. Donc alors il se trouve que j'étais devenue une femme hétéro, donc j'ai senti que ça leur convenait, qu'il valait mieux être hétéro que si j'étais devenue une femme lesbienne. Ça aurait pas été dans le bon sens pour mon dossier. Ça, je le sentais, alors mais très très bien, quoi, de manière très nette. Et ces expertises, cette procédure, c'était quelque chose d'assez violent. Est-ce que ça a changé, Monsieur Alessandrin, et comment est-ce que vous interprétez ce qui s'est passé? Est-ce que ça dure encore, cette nécessité de voir la justice nommer 3 experts? Malheureusement, très longtemps, ça a été le cas. Ce qui fait que la France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour non-respect de la vie privée de la personne. Et aujourd'hui... Vous parlez par exemple de l'enquête concernant sa sexualité. Exactement. Ou bien les expertises médicales qui n'avaient pas lieu d'être, du point de vue en tout cas des textes réglementaires. On a donc ici un abus de pouvoir sur des corps vulnérables. Ce qui est intéressant, c'est qu'après cette condamnation, là encore, les pratiques mettent du temps à changer et on sait qu'en fonction des tribunaux, l'accès au changement d'état civil se fait plus ou moins facilement. J'ai l'impression, en écoutant ce récit, que comme beaucoup de récits de personnes trans, il y a de la suspicion qui s'abat sur les corps et les parcours des personnes trans. Comme si vous vous trompiez encore, comme si vous ne saviez pas qui vous étiez, comme s'il fallait encore une fois prouver au monde que vous alliez bien rentrer dans la case, vous n'allez pas déranger le monde. Et aujourd'hui, les adultes trans le vivent encore, mais les mineurs trans le vivent beaucoup. Ce régime de suspicion, nous ne vous faisons encore collectivement pas confiance. Il va falloir que cette société et nous, personnes cisgenres, changions radicalement nos représentations. Oui, je suis d'accord. Là, tout à fait. Vous avez l'impression que ça n'a pas tellement évolué, pas tellement bougé? Oh, si, quand je lis des choses sur le sujet, j'ai l'impression que ça a bougé, heureusement, tant mieux, quoi, que les gens aient... Il y a toujours cette intervention de 3 médecins, d'un psychiatre, d'un gynécologue. Je ne suis pas impliqué dans le monde associatif ou militant, mais d'après ce que je peux lire, je n'en ai pas l'impression. Donc, et je pense que c'est une bonne chose parce que, je disais, c'est violent, mais c'est aussi un peu absurde, c'est un peu kafkaïen, franchement. Alors, la suspicion demeure, mais la base de cette suspicion, c'est-à-dire la pratique consistant à, au fond, solliciter tes experts, c'est fini. Oui, c'est fini. Les tribunaux n'ont pas, sauf exception, à appeler des experts. Ce qui fait que le changement de prénom, comme le changement de mention de sexe à l'état civil, est de plus en plus déclaratif et se fait sur preuves qui n'ont pas besoin d'être des preuves médicales. Donc la personne n'a pas à prouver son changement de sexe génital ou sa stérilité, puisque c'était ça qui était demandé par les tribunaux auparavant, pour pouvoir bénéficier de ces changements. C'est un changement radical, c'est une métamorphose dans les pratiques et les approches autour des transidentités qui renvoient à votre question précédente. La médecine est-elle toujours centrale? Non, même juridiquement, elle est mise en périphérie. Alors, il y avait un souci, en tout cas j'ai lu ça sous la plume d'un certain nombre de médecins, qui était la mise à l'écart des faux transsexuels. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors nous sommes là face à une théorie qui date des années 60, 70, qui demeure encore aujourd'hui, pas sur les personnes majeures, mais sur les personnes mineures, selon lesquelles il y aurait des personnes qui sont bien au courant de leur transidentité, qui ont toujours voulu changer de sexe ou de genre, et qui demandent un changement génital. Et puis il y aurait les faux, ceux qui se trompent, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, et pour ces personnes-là, il ne faut absolument pas rentrer dans ce que la médecine, notamment la psychanalyse, appelle un délire, mais il faut les convaincre qu'il s'agit d'une erreur, qu'ils et elles se trompent. Je rappellerai juste comme ça que la France a ratifié une loi, signé une loi interdisant les thérapies de conversion. Et donc dire à une personne que son sentiment intime est un sentiment faux, c'est déjà dire à la personne qu'on continue à ne pas la croire et que la psychanalyse vaut mieux, notamment, que l'endocrinologie ou la chirurgie. On assiste en fait à progressivement quand même une dépathologisation, on peut dire ça, du transsexualisme. Et au fond, cette dépathologisation, c'est un peu comme une reconnaissance juridique.
C'est une dépathologisation dans les textes, c'est une dépathologisation dans les suivis, vous l'avez dit. C'est aussi une dépathologisation dans les représentations. On ne dit plus des personnes qui changent de sexe ou de genre qu'elles sont malades. On les croit parce qu'elles ont une identité, en tout cas on devrait les croire, car elles ont une identité comme nous, personnes cisgenres. D'ailleurs, nous, on ne met jamais en doute notre identité. Alors pourquoi mettrions-nous en doute l'identité des autres? Laure Viel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je souscris totalement, je suis totalement d'accord avec votre propos. J'avais l'impression, durant ces expertises, que je devais prouver que je ne me prenais pas pour une femme, comme il y a d'autres dingues qui se prennent pour Napoléon. On en rigole, mais dans la pratique du quotidien, c'est quand même la pratique dramatique. du quotidien, justement, alors, est restée quand même, je dirais, la transphobie. Oui. C'est-à-dire, au fond, la peur et la haine des gens qui sont transsexuels. Oui. Vous citez ce chiffre de 85% de transphobie, je trouve ça énorme. Alors c'est une enquête qui date de 2014-2015, avant l'établissement de la loi qui permettait de porter plainte, donc sûrement que les chiffres ont évolué. Mais si l'on prend le sentiment de discrimination sur d'autres espaces que les espaces reconnus juridiquement comme le travail, le logement ou l'école, prenons en exemple l'espace public. Dans l'espace public, on sait que les personnes trans, très massivement, nos enquêtes avoisinent les 90%, ont vécu au cours des 12 derniers mois quelque chose qu'elles appréhendent comme étant de la transphobie, des regards, des manifestations de rejet, de la suspicion, être suivi, être injurié. Cette transphobie, c'est un battement par minute quand on appartient à une minorité et encore plus quand on est une personne trans. Force est de constater que tout le monde ne subit pas cette stigmatisation et si nous pouvions, nous, théoriciens, théoriciennes, médias, participer à cette déstigmatisation, je crois que les vies des personnes trans n'en seraient que plus vivables. Alors pour ce faire, on peut dire, Arnaud Alessandrin, que vous parlez de l'objet visqueux que serait le genre. C'est-à-dire vous dites que le genre ne serait pas une notion binaire, mais un objet visqueux, donc un objet en transition d'une certaine façon, et qu'on ne peut pas, je dirais, positiver, qu'on ne peut pas regarder comme on regarde un objet, et qu'en conséquence, il est en constante évolution. Et vous stigmatisez ce que vous appelez la rigidité du genre. Tout à fait. Tout à fait. Je considère que la rigidité du genre, en tout cas lorsqu'elle est une assignation, lorsqu'elle est une obligation, lorsqu'elle est une contrainte, est une violence sur les personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de personnes binaires. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de normes de genre. Nous sommes dans des espaces fortement normés et toutes nos sociétés sont normées. Je dis néanmoins que s'il ne faut pas absence de normes, il ne faut pas non plus totalité des normes. Il faut que les gens puissent slalomer, trouver leur endroit de vie, trouver leur équilibre dans la rigidité de ces normes à assouplir pour faire en sorte, je reprends cette expression, d'avoir une vie vivable. Et c'est ça qui fait le genre, du genre un état visqueux. À savoir que si nous sommes du côté de la sclérose, toutes les personnes trans, intersexes, mais aussi beaucoup de personnes LGBT, n'ont pas d'espace de vie. Et si nous considérons que le genre est oscillant, que l'on peut faire ce que l'on veut de son genre tout le temps, eh bien c'est largement oublier les chiffres de la transphobie. Alors oui, le genre doit être considéré comme quelque chose de compliqué à saisir et qui nous échappe tout le temps. Et j'espère qu'il continuera à nous échapper pour que des parcours de vie comme le vôtre puissent continuer à exister. Je suppose que vous avez lu le livre de Serge Effez. Oui. Il parle de transition. Je voudrais savoir si ça vous satisfait, ce mot transition, et si le mot visqueux n'a pas quelque chose, disons, qui n'est pas susceptible de convaincre la majorité de nos concitoyens. Considérer que c'est une proposition métaphorique et que, bien évidemment, on peut parler de transition de manière plurielle, car aujourd'hui, massivement... Nous n'avons tout à fait, nous n'avons plus uniquement des personnes assignées hommes qui deviennent des femmes ou des personnes assignées femmes qui sont des hommes. Nous avons une pluralité, une explosion des transitions, notamment chez les mineurs. C'est absolument fantastique la façon dont ces jeunes, plus que jamais, s'autorisent à dire leur genre, comme d'ailleurs les homosexuels jadis se sont autorisés à dire très tôt leur sexualité en s'opposant. C'est vrai, aux institutions scolaires, aux institutions patriarcales que peuvent être la famille. Qu'est-ce que cette bouffée d'oxygène du genre fait du bien ?
Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le livre de Laure Viel, qui a été publié aux éditions du Bord de l'eau, s'appelle « Quand un Suisse change de sexe », et que les deux livres dont j'ai parlé de Arnaud Alessandrin s'appellent « Déprivilégier le genre », c'est chez Double Ponctuation, et « Sociologie des transidentités », c'est au Cavalier Bleu. Merci à tous les deux. Merci. Changement de genre, changement de sexe, deuxième partie. Notre première invitée est Caroline Eliachev. Vous êtes pédopsie, psychanalyste. Vous avez publié Le temps des victimes avec Soulaise-Larivière chez Albin Michel. Mère-fille, une relation à trois aussi chez Albin Michel. Ma vie avec la comtesse de Ségur, c'est ce qui vient d'être publié chez Gallimard. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, La fabrication de l'enfant transgenre, qui est un livre que vous avez publié avec Céline Masson. Donc, j'aimerais qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette fabrication de l'enfant transgenre. En face de vous, Serge Effez. Serge Effez, vous êtes psychiatre, psychanalyste. On vous a cité à l'instant. Vous êtes thérapeute familial. Vous dirigez une unité de soins psychiatriques dans un grand hôpital parisien. Et vous êtes auteur de La danse du couple chez Kalman Levy. Et donc de ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle Transition et réinventer le genre. Aussi chez Kalman Levy. Alors voilà, de plus en plus de jeunes, d'adolescents, se déclarent d'un autre genre que celui assigné à leur naissance. Est-ce que c'est le signe d'une évolution des mentalités? Est-ce que c'est le signe d'une progressive reconnaissance d'une éventuelle transidentité? On parle de dysphorie de genre. Dysphorie de genre, ça veut dire au fond qu'on souhaite changer de genre. Qu'est-ce que vous en pensez et comment qualifier ce mouvement? Caroline Eliachev. Écoutez, déjà, je remarque que vous avez intégré le vocabulaire transaffirmatif en parlant de sexe assigné à la naissance. Le sexe n'est pas assigné à la naissance, le sexe, comme chacun sait, est constaté à la naissance. Et n'importe qui peut le constater, il n'y a pas besoin d'être médecin quand un enfant vient au monde pour dire c'est un garçon ou c'est une fille. Ça, c'est une première chose. À part ça, j'ai oublié la question que vous posiez. Je vous demandais comment est-ce qu'on peut qualifier cette demande croissante de dysphorie de genre. Comment Alors, on peut la qualifier? Il paraît que ça touche à peu près 1% des Français, mais c'est pas mal 1%. Hein. Alors, bon, d'abord, il faut effectivement la constater, ça c'est une première chose, et constater qu'il y a une augmentation dans tous les pays dits développés que l'on dit exponentielle. C'est-à-dire la courbe, elle est comme ça. Mais on part de très bas, on part de très très bas. Hein. Donc, bien que ça augmente énormément, ça ne fait toujours pas énormément de monde. Et il y a effectivement une discordance flagrante entre la place que l'on donne aujourd'hui, et la preuve que votre émission entière y est consacrée, mais il y en a beaucoup d'autres, et la réalité du phénomène, en particulier chez les adolescents. Donc je crois qu'il faut aussi raison garder. Il n'empêche que ces adolescents posent problème, donc leur nombre a augmenté. C'est une première chose. Le ratio a changé, à savoir qu'auparavant, il s'agissait très majoritairement de garçons. Aujourd'hui, il s'agit très majoritairement de filles. Alors, quelle est la signification? Il y a bien sûr des hypothèses, et je pense que personne aujourd'hui n'est en mesure de donner une explication qui serait l'explication. Serge Effez. Quand on parle de dysphorie, on parle de souffrance. C'est la définition du terme dysphorie. C'est donc des jeunes qui sont en souffrance, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont en souffrance et qui rapportent cette souffrance à cette question de l'identité et de l'identité de genre. C'est-à-dire qu'ils souffrent de leur corps, ils souffrent de leur rôle social, ils souffrent de leur assignation au sens de la façon dont ils sont désignés par les autres et qui ne correspond pas à ce qu'ils se ressentent être à l'intérieur d'eux. Et effectivement, ce mouvement est exponentiel, même si Caroline Eliachev a raison de souligner que ça ne concerne pas toute la population, loin de là, mais il est exponentiel parce qu'il est devenu visible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos sociétés démocratiques développées qui a permis la visibilité de ces interrogations et de ces interrogations de genre, et qui a permis à ce que l'espace public reconnaisse la présence de ces personnes. Et il y a de plus en plus, surtout au niveau des jeunes, de figures d'identification, de chanteurs, de danseurs, de mannequins, mais aussi des hommes politiques, mais aussi des intellectuels, qui sont dans des parcours de transition, c'est-à-dire de modification, disons, de leur genre de naissance, et qui deviennent des figures
auxquels les jeunes peuvent s'identifier. Donc je pense que c'est une partie de l'explication du phénomène, c'est-à-dire qu'on ne peut désirer que ce qui existe et que ce qui est visible, bien évidemment, mais tout le monde ne le désire pas, tout le monde ne s'y affilie pas, c'est-à-dire que pour le désirer, il faut aussi qu'à l'intérieur de soi, il y ait les conditions pour pouvoir avoir le désir d'effectuer ces parcours. Comment vous qualifieriez, d'une part, le changement de genre par rapport au changement de sexe, et d'autre part, cette aspiration à changer de genre qui ne débouche pas éventuellement sur un changement de sexe? Oui, alors ça a été bien montré dans la première partie de votre émission, c'est-à-dire que quand on parle de changement de sexe, au fond, le mot sexe, il porte en lui une ambiguïté, parce que quand on parle de sexe, on parle aussi bien du sexe anatomique, c'est-à-dire des pénis et des vagins, des utérus, etc., et en même temps de l'état civil, qui dit à quel sexe appartenez-vous, homme ou femme. Et c'est cette ambiguïté peut-être qu'on retrouvait dans le débat tout à l'heure. C'est-à-dire quand on parle de changement de sexe, de transsexualisme, il s'agissait de façon extrêmement drastique, pour pouvoir changer d'état civil et passer de monsieur à madame ou de madame à monsieur, de changer réellement de sexe, c'est-à-dire de se stériliser et de changer ses organes génitaux. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Ça existe toujours, bien évidemment, mais ce n'est pas la majorité des situations. À l'heure actuelle, les jeunes et les moins jeunes ont plutôt envie que de se choisir, si vous voulez, au menu, homme ou femme, d'être à la carte, c'est-à-dire de se fabriquer selon la façon dont ils ont envie d'être et de se représenter. Et effectivement, cette fabrication de soi, elle touche à la fois les domaines sociaux, dans les relations aux autres, les domaines juridiques. Est-ce qu'on va faire ce changement à l'état civil ou pas, et bien évidemment le rapport que le corps, qu'ils entretiennent avec leur corps et la façon dont ils interpellent la médecine autour de ça. Est-ce que je prends des hormones? Est-ce que j'en prends pas? Est-ce que je me fais enlever la poitrine ou pas? Est-ce que je touche à mes organes génitaux ou pas? Et la plupart des jeunes aujourd'hui ne sont pas très intéressés par le changement génital. C'est vraiment une fabrication de leur genre, de bricoler un petit peu cette question du genre pour ressembler le plus possible à leurs aspirations. Caroline Yachet, j'aimerais qu'on cerne exactement ce bricolage de la notion de genre. En fait, la transidentité a été retirée par l'OMS des maladies mentales. Ce n'est plus considéré comme une maladie. Mais l'identité de genre reposerait sur l'autodétermination, l'autoconstruction par chaque individu de son genre. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je suis d'accord que chacun se construit son identité, et j'ai envie de dire ses identités. On n'est pas réduit à une identité, heureusement. Personne ne peut être réduit à une seule identité. Ça, c'est une première chose. Alors, vous avez parlé de dysphorie de genre. Maintenant, dans le DSM, on ne parle plus de dysphorie de genre, on parle d'incongruence de genre. Et comme le dit très bien Serge Effès, c'est donc dépathologisé, et pourtant Serge Effès dit, parce qu'il en a une grande expérience, que ces jeunes souffrent. Alors, est-ce qu'on peut être totalement dépathologisé, en même temps souffrir, et en même temps demander à la médecine, pour ceux qui s'engageraient dans une transition, d'être un patient à vie? Donc là, il y a une série de contradictions. Donc, nous, avec Céline Masson, nous nous sommes uniquement intéressés aux mineurs. Que se passe-t-il? Parce que Serge Effès décrit très bien les modèles qu'il y a dans la société. C'est tout à fait exact. Il n'y en avait pas, il y en a. Et il y en a de très prestigieux. Ce qui a également changé, c'est la réponse qui est apportée à ces jeunes. Et en particulier, la réponse des professionnels, des parents, qui est radicalement différente à notre époque qu'à l'époque de Madame qui était précédemment dans votre émission. Et donc, il y a effectivement un ensemble de choses qui font que ces jeunes souffrent, annoncent qu'ils souffrent parce qu'il y a incongruence de genre, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne vont pas ensemble, et ils ont une réponse qui, elle, a radicalement changé. C'est-à-dire, ce que tu ressens va advenir, pourrait advenir. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe d'un stade à l'autre? Stade social, changer de prénom, changer d'habit,
Et c'est un certain coming out, parce que si on change de prénom et d'habit, déjà, on est sur la voie d'un changement de sexe, de genre, sinon de sexe. Ensuite, il y a la voie légale, modifier le nom et le sexe. Ensuite, il y a la question médicale, à laquelle donc, si je vous entends bien, tout le monde ne veut pas passer à cette étape-là. Traitement hormonal et chirurgie. Oui, tout le monde qui a le désir. Hein. Je parlais de la chirurgie génitale, auquel oui, j'ai bien compris. On ne veut pas passer. Par contre, pour ce qui concerne par exemple la chirurgie mammaire, la chirurgie des seins, ça c'est quelque chose qui est très 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 investi, surtout par ces jeunes filles dont parlait Caroline Lachette, qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir transitionner vers le garçon et qui ne supportent pas leur poitrine, qui portent des binders à longueur de journée pour la comprimer, tellement cette poitrine est source de souffrance. De la même façon, les hormones sont en général assez investies. Mais il y a de plus en plus ces situations de fluidité de genre chez les jeunes qui, encore une fois, inventent leur corps avec ou sans médecine. Mais restons sur la question de la dysphorie de genre ou de l'incongruence de genre, effectivement, telle que c'est défini aujourd'hui, et la question des mineurs, parce que je crois qu'elle est cruciale, effectivement. Elle est extrêmement importante. Moi, je suis aussi pédopsychiatre et j'ai comme souci l'épanouissement et la bonne santé mentale des mineurs. Cette question de la souffrance, elle est complexe. Ces mineurs souffrent, bien évidemment, et ils s'adressent à nous, professionnels, par rapport à cette souffrance. Je crois que nous avons pour tâche, justement, de distinguer la souffrance qui pourrait n'être liée qu'à cette question d'identitaire et de reconnaissance identitaire et de corps, et du fait de s'imaginer se sentir mieux dans un autre corps et dans une autre identité, et une souffrance plus globale que rencontrent tous les adolescents par rapport à la façon dont ils construisent leur corps, leur sexualité, leur rapport à l'autre, leur indépendance vis-à-vis de leur famille, si vous voulez. C'est de la crise d'adolescence que traversent tous les adolescents. Et ça, c'est un travail un petit peu long pour pouvoir faire ce distinguo. C'est-à-dire que je crois qu'il faut s'en donner le temps, tout simplement. Il faut se donner le temps d'être à l'écoute, de ne pas les stigmatiser, de ne pas leur dire que leur aspiration de genre est une folie, ne pas leur dire qu'ils sont des malades mentaux, mais les écouter de façon la plus ouverte possible pour avancer avec eux dans la façon dont ils se représentent et dont ils ont envie de changer. Et pour ce qui concerne les enfants, je sais la traînée de poudre qu'a été le film Petite fille, et au fond, il y a beaucoup de choses qui ont démarré de là. Alors c'est un film qui est passé sur Arte, à l'initiative de M. Lifshitz. C'est un film, à mes yeux en tout cas, très intéressant, parce que c'est un film qui montre d'une part la mère qui se met du côté de son enfant, qui veut changer de genre et qui accepte sa demande, alors que les institutions, et notamment l'institution scolaire ou la maîtresse de danse, par exemple, ont du mal à accepter ce désir de changement de l'enfant. Oui, alors, moi, je vais être très catégorique pour ce qui concerne les enfants. Je pense qu'il ne faut pas faire de diagnostic chez les enfants. D'ailleurs, tout diagnostic psy chez un enfant est quelque chose qui me gêne, mais encore plus celui qui serait de dysphorie ou d'incongruence de genre. Je pense que les enfants, on doit les laisser jouer. Les enfants, ils ont un terrain de jeu. Et que si un petit garçon a envie de faire de la danse, de se mettre des jupes et de porter des boucles d'oreilles, eh bien, ça ne met ni la classe à laquelle il participe en péril, ni la société tout entière en péril. C'est un enfant qui veut jouer à la fille, et je pense qu'il ne s'agit pas de le contraindre à porter des pantalons ou à retirer ses boucles d'oreilles, mais il s'agit au contraire d'ouvrir le plus possible notre société à la diversité de genre, justement. C'est-à-dire de dire, dans une classe, il y a des petits garçons qui jouent au foot et qui se bagarrent, puis il y a des petits garçons qui portent des boucles d'oreilles, et que tout ça, c'est très bien. C'est différentes façons d'habiter sa vie et d'habiter son genre. C'est-à-dire déstigmatiser cette question de genre et la contrainte exercée sur le genre autour de cette binarité masculin-féminin. Plus on commencera ça tôt, plus on va éviter, je pense, et d'ailleurs les études le montrent, ces parcours qui ensuite deviennent des parcours de pathologie et qui peut-être d'ailleurs se dirigent justement vers des situations de transidentité, alors qu'au départ c'était peut-être simplement des interrogations sur la sexualité, sur l'homosexualité, etc. Oui, ce que je voudrais dire par rapport aux enfants qui jouent, je suis évidemment d'accord, laissons les enfants jouer, mais c'est plus ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne joue pas, un garçon qui joue à la fille ou une fille qui joue au garçon, il y a aujourd'hui des adultes pour leur dire c'est peut-être que, en fait, tu es un garçon ou tu es une fille. C'est ça qui ne va pas. Je n'ai pas l'once d'une critique par rapport aux enfants et aux adolescents. Oui, ils doivent jouer, et les adolescents,
doivent exprimer énormément de choses. La réponse de la société, elle, est tout à fait problématique. Il y a aujourd'hui des études américaines qui montrent qu'on pourrait diagnostiquer justement, et vous récusez ça, et je suis d'accord avec vous, on pourrait diagnostiquer dès 2 ans, et pourquoi pas chez le fœtus, qu'il y aurait une dysphorie de genre. Là, on est dans la folie. On est dans la folie. Comme vous le dites très bien, on ne sait pas exactement qui va persister et qui ne va pas persister. On n'a pas d'indicateur extrêmement fiable pour ça. En revanche, ce qui a changé également, outre le fait qu'il y a une majorité de filles, c'est qu'il y a également une majorité de ces jeunes qui ont des troubles psychiatriques avérés antérieurs. Et vous le savez très bien quand vous les recevez. Quand nous recevons ces adolescents, la majorité d'entre eux aujourd'hui présentent des troubles psychiatriques antérieurs qu'il faut évidemment prendre en charge. Ils souffrent de troubles antérieurs. Voilà, et donc, effectivement, prendre son temps, je suis bien d'accord avec vous, c'est pas tout à fait ce qu'on voit partout. Je n'ai aucun doute que vous pratiquiez extrêmement bien. Malheureusement, on a d'une part des témoignages, et d'autre part, quand on va sur Internet, qu'on voit la liste des médecins qui sont sur les sites, aller chez tel médecin qui vous donnera en deux consultations, etc., etc., on est assez effaré de ce qui se passe. Voilà. Encore une fois, je pense que les grands services psychiatriques parisiens ont pris la mesure de cette évolution et que, évidemment, ils ne sont pas les seuls, puisque vous savez maintenant qu'en Suède, d'abord en Suède, en Finlande d'abord, puis en Suède et maintenant en Angleterre, ces services ces services dédiés aux trans ferment en Angleterre et qu'en Suède, ils changent leur protocole et vont dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire pas de diagnostic précoce, pas de surdiagnostic, et on prend son temps pour évaluer ce qui se passe, et ça ne s'appelle pas des thérapies de conversion. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Je voudrais savoir si Sacha, cette petite fille qui veut devenir un garçon, ce garçon de 8 ans qui veut devenir une petite fille, oui. Qui est encouragé par sa mère, qui est toléré par certaines institutions, qui est condamné, stigmatisé par d'autres institutions, vous pensez qu'il se heurte à une résistance indue de la société, ou bien vous pensez que heureusement que cette société résiste? Alors je vais vous dire, cet enfant a déjà été surexposé et je ne vais pas en rajouter. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je comprends ce que dit. Vous allez dire la même chose. Non, je vais pas dire la même chose. Je vais vous dire quelques mots quand même là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu problématique de montrer comme ça des enfants, d'exposer des enfants qui sont dans ce type d'interrogation. Moi, ça me pose un petit peu problème. Ceci étant dit... Il n'empêche qu'il faut me dire qu'est-ce qu'il en est du rôle de l'institution. Alors, le rôle de l'institution, il est très bien montré justement dans le documentaire, qui reste un documentaire très beau. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Lifshitz. Mais pas moi. Moi, je pense que c'est un film militant. Bon. J'ai du respect aussi. Militant, pour vous, c'est pas bien. Militant, c'est pas bien. Non, si vous voulez, c'est pas bien parce que c'est militant. c'est la cause qu'il défend. Oui. C'est la cause qu'il défend. Si vous voulez, ce qui est regrettable dans ce film, comme dans tout film, c'est qu'il y a évidemment des raccourcis qui sont liés au montage. Et on a l'impression dans ce film que parce que ce gamin a envie de faire de la danse et de porter des jupes, il est immédiatement pris dans un circuit psychiatrique avec un diagnostic et on lui dit, dans 5 ans, tu pourras faire une transition médicale et chirurgicale. Et vous pensez que ça va trop vite? Mais ça va trop vite dans le film, mais ça va pas trop vite dans la réalité, parce que je connais l'équipe qui s'occupe de ce gamin et je sais comment il travaille. Et je sais que c'est des années de travail pour suivre cette évolution. Donc pour reprendre votre question sur l'institution, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour Sacha, il faut faire ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire aller voir l'école, aller voir les instituts, leur dire que ce gamin, voilà, il est particulier, il a envie de s'habiller comme ça, de se comporter comme ça, d'être prénommé comme ça, et que c'est un dialogue qui doit s'ouvrir dans l'école et avec les autres enfants pour leur dire il y a des enfants différents, tous les enfants ne sont pas pareils, etc. Avant de parler de maladies, de pathologies et de mettre des étiquettes, c'est cette ouverture du genre
pour laquelle je milite actuellement, mais elle n'est pas facile. Vous savez, on avait commencé avec Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques années avec les ABCD de l'égalité, qui était la chose la plus, comment dire, basique, minimale qu'on puisse imaginer, juste de dire aux enfants qu'est-ce que ça veut dire être une fille, les rôles sociaux, les stéréotypes de filles, de garçons. Ça avait provoqué une levée de boucliers. Les mères retiraient les enfants de l'école en disant on va obliger mon fils à se masturber à l'école ou à porter des jupes. Ce que je veux dire, c'est que cette dimension-là n'est pas une dimension rationnelle. C'est une dimension, cette dimension du genre, sur le plan fantasmatique, réveille les fantasmes les plus débridés qu'on puisse imaginer. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je pense que au niveau de l'institution scolaire, c'est vraiment pas simple. Ils sont très très embarrassés. La circulaire Blanquer, personne n'est satisfait de la circulaire Blanquer. Ni ceux. Rappelez, qu'est-ce qu'elle dit, la circulaire Blanquer ? La circulaire Blanquer implique une certaine tolérance concernant le changement de prénom avec l'accord des parents. Et évidemment sur la question de s'habiller comme ci, comme ça, mais disons au niveau du changement de prénom et au niveau du fait d'appeler un garçon qui se dit fille, de l'appeler comme une fille, etc. Alors cette circulaire n'a satisfait personne, c'est-à-dire ni ceux qui voudraient que l'institution scolaire aille plus loin, ni ceux qui voudraient que l'institution scolaire aille moins loin. Donc il y a un petit problème. Ce que je voudrais dire par rapport à la transition sociale, c'est qu'il est montré qu'une transition sociale, alors il est montré dans certaines études, principalement anglaises, une transition sociale totalement acceptée par les parents, l'entourage, les frères et sœurs, l'école. Voilà, personne n'est contre, tout le monde adhère, tout le monde change, etc., etc. Peut ressembler, je prends quelques précautions de langage, peut ressembler à un conditionnement. C'est-à-dire, on met la personne dans la voie des bloqueurs de puberté, etc., etc. Et donc, on pourrait dire la transition sociale, oui, pourquoi pas, il faut être tolérant, c'est réversible, etc. C'est pas si simple que ça. Et il y a un documentaire, puisqu'on en parle de documentaire, hein, il y a Petite Fille, et puis il y a un documentaire suédois qui s'appelle Transtrain, qui montre justement le conditionnement que constitue cette transition sociale qui amène, pas toujours évidemment, parce que quand on dit quelque chose, on n'est jamais à 100%, mais qui amène aux bloqueurs de puberté et aux hormones croisées. Ce n'est pas si anodin que ça. Dans votre livre, tolérance n'est pas si anodine. Dans votre livre, vous évoquez le cas de Keira Bell, qui a porté plainte contre une clinique, Tavistock. Peut-être vous pouvez expliquer exactement. Oui, en deux mots. Alors, d'abord, ça se passe à Londres. Keira Bell est une jeune fille qui a commencé à se sentir très mal à l'âge de 14 ans. Sa mère lui a dit se sentir très mal et être attirée par les filles. Sa mère lui dit « Est-ce que par hasard tu ne serais pas un garçon ?» Elle va à la Tavistock Clinic et elle prend des hormones. D'abord bloqueur de puberté, hormones croisées, mastectomie, à 16 ou 17 ans, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas mineure. À l'âge de 25 ans, elle a évolué, elle considère que un certain nombre de choses sont évidemment irréversibles, la mastectomie bien sûr, la voix, les poils, etc., etc. Et elle décide de porter plainte contre la Tavistock Clinic pour avoir été diagnostiquée trop vite, traitée trop vite, etc., etc. Comme voulant devenir un garçon. Exactement. Dans un premier temps, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, parce que dans un premier temps, le système juridique anglais n'est pas du tout le même que le nôtre, donc je ne vais pas vous le décrire, mais dans un premier temps, disons qu'on lui donne raison. Dans un second temps, ce qui est l'équivalent de la Cour suprême, dit en fait, il faut quand même que les médecins gardent la main sur le traitement. Donc, elle est en partie désavouée, mais seulement en partie, parce que le jugement dit aussi les traitements ne sont pas aussi sûrs qu'on le dit, et donc faites attention. Je résume. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous les deux d'accord sur le thème garder la possibilité d'être fluide? C'est-à-dire qu'au fond... Soyons fluides toute la vie. Oui. Non, fluide en matière de genre, j'entends. Oui. Ah oui. Mais je suis sûr que Caroline Hilachef et moi-même sommes très fluides en matière de genre, si vous voulez. Mais la question que ça pose, effectivement, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire se donner du temps
avec des lieux de parole, c'est pas forcément avec des psys, mais enfin des lieux de parole ouverts où les gens peuvent se exposer leurs problèmes, se définir et puissent être aussi diagnostiqués pour ce qui concerne des adolescents en souffrance. Et à partir du moment où on se donne le temps, eh bien, ces situations de regret, par exemple, je vous donne un exemple, le service de la Salpêtrière où je travaille, où je consulte, sur les 200 jeunes qui ont été suivis ces 5 dernières années dans ces parcours de transition, il n'y en a pas un avec 5 ans de recul. Alors, on n'a que 5 ans de recul, on verra bien dans 10 ans. Mais en tout cas, avec 5 ans de recul, il n'y en a pas un qui regrette cette transition qu'il a effectuée, les changements corporels qu'il a effectués, et qui parle d'un mieux-être dans sa vie, un mieux-être global dans ce nouveau corps et dans ces nouvelles relations sociales. Ce nouveau corps, ce qui ne signifie pas qu'on a changé biologiquement sa sexualité, enfin, génétiquement sa sexualité. On n'y arrivera jamais. Non, ce qui veut dire ce qui ne veut pas dire forcément qu'on a changé ses organes génitaux, je précise. Mais par contre, le corps s'est transformé, et c'est largement transformé avec les traitements médicaux et la chirurgie de réassignation. Quand on regarde la littérature, parce qu'il y a un gros focus qui est fait actuellement sur les regretteurs, et c'est très bien d'ailleurs. Je pense que si des gens regrettent leur parcours, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit exposé, et il faut qu'on soit au courant que tout le monde ne débarque pas dans le meilleur des mondes après une transition. Mais quand même, si on regarde la littérature, en général, c'est 4%, 5%, 10% au maximum des personnes qui ont effectué une transition qui, après, se rendent compte que c'était pas ça, ou n'ont pas le résultat escompté, voilà, n'ont pas la vie escomptée qu'ils ont avec ça. Alors on peut penser que 5 à 10% c'est beaucoup, mais ça veut dire aussi 90% qui sont plutôt heureux de leur parcours et qui se sentent mieux après leur parcours. Donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas, à l'heure actuelle, stigmatiser en tant que tel la question de la transition et du changement de genre, parce que ça terrifie les parents, ça terrifie les adolescents qui sont là-dedans, ils se sentent stigmatisés, ils ne se sentent pas compris. Donc, il faut parler des dangers, il faut parler du temps, il faut parler de la complexité diagnostique, mais, à mon sens, toujours dans une position d'ouverture par rapport à cette question. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que la Pitié-Salpêtrière n'est pas la France entière. Il y a maintenant dans toutes les villes de France des consultations dédiées et nous avons quelques doutes sur l'idée qu'ils fonctionnent tous aussi bien que vous. Ça, c'est une première chose. Ou plutôt, nous n'avons pas quelques doutes, nous savons très bien qu'il y a des surdiagnostics et surtout des diagnostics extrêmement précoces. Vous me permettez de concrétiser, vous écrivez certains médecins fabriquent des enfants transgenres. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, mais cette phrase est telle quelle dans votre livre. Ça me surprend. Notez. Je ne dis pas qu'ils ne fabriquent pas des enfants transgenres. Un enfant arrive, un enfant ou un adolescent, il s'est auto-diagnostiqué. Il arrive en disant je suis transgenre. Où est-ce qu'il s'est auto-diagnostiqué? Il s'est auto-diagnostiqué, vous le savez parfaitement, sur les réseaux sociaux. Ils arrivent avec un discours qui est fabriqué, effectivement, sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, Serge Effès et certainement la Pitié-Salpêtrière interrogent ce qui se passe et voient si, au-delà de ça, comme n'importe quel adolescent, après tout, qu'y a-t-il? On attend, on voit, on essaie de nouer une relation, parce que ces adolescents, c'est extrêmement difficile quand vous avez en face de vous un adolescent qui vient en disant je veux des hormones, point. Hein, on ne va pas discuter, je me suis diagnostiqué, on veut des hormones. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Voilà. Mais il se trouve que au niveau de la France, ça ne se passe pas toujours aussi bien que ce que dit Serge Effès. Par ailleurs, effectivement, vous avez peu de recul. C'est normal, puisque vous n'êtes pas... C'est pas un reproche. Hein. Voilà, c'est pas un reproche que vous ayez peu de recul, puisque vous êtes... Bon, ceux qui ont davantage de recul, à savoir l'Angleterre et la Suède, montrent que, effectivement, avec plus de recul, il y a plus de personnes qui comme on dit, détransitionnent, c'est-à-dire regrettent d'avoir fait une transition. Alors écoutez, en médecine, quand on fait un traitement, etc., et qu'il y a un problème, généralement, on arrête, on regarde ce qui se passe avant de reprendre. C'est-à-dire que, voilà, il se trouve que pour ces jeunes,
La question des bloqueurs de puberté qui leur sont donnés éventuellement, hein, je ne dis pas que vous mettez tous les jeunes sous bloqueurs de puberté, ce qui serait totalement faux. On nous dit... Les bloqueurs de puberté, c'est donc des médicaments qui bloquent la puberté au stade 1, oui, au stade 1 de la puberté. La puberté commence, c'est affreux, c'est abominable, on bloque la puberté et on nous dit c'est totalement réversible et on met sur pause. C'est pas tout à fait vrai, et vous le savez très bien, c'est pas totalement réversible et on ne met pas sur pause un être humain pendant 1 ou 2 ans, ça n'existe pas. Et effectivement, les études ne sont pas suffisamment bien faites, et c'est ce qui a été montré en Suède, où effectivement ils sont beaucoup plus anciens que vous, et ils disent donc arrêtez les bloqueurs de puberté, par exemple. Serge Effez. Alors, là on rentre dans un débat qui est très technique sur les bloqueurs de puberté. C'est effectivement quelque chose qui est très débattu, très controversé à l'heure actuelle. Alors, je parle toujours de mon service parce que c'est ça que je connais et c'est là où je travaille. Il y a des endocrinologues qui travaillent là, qui sont au fait de la littérature internationale et de toutes les études qui sortent sur ces questions des bloqueurs de puberté. Et en faisant la balance entre ce que ça apporte sur le plan psychologique, parce qu'il faut voir, on ne propose pas des bloqueurs de puberté à tous les adolescents qui commencent leur puberté, mais à ceux qui sont le plus en souffrance. C'est-à-dire, c'est des adolescents, il faut voir ce que c'est, qui se scarifient toute la journée, qui font des tentatives de suicide à répétition, qui se bandent la poitrine jusqu'au sang, tellement cette poitrine est insupportable l'arrivée de cette poitrine est insupportable pour ces jeunes filles, etc. Donc, leur souffrance est telle qu'effectivement, on a envie de mettre le bouton pause. C'est-à-dire, on dit... On arrête pendant 1 an ou 2 la puberté pour pouvoir reprendre les choses différemment après. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages psychologiques sont incontestables. Les inconvénients éventuellement physiques, comme l'ostéoporose, enfin tous les problèmes qui peuvent en découdre, ils sont en débat, ils sont à l'étude. Encore une fois, les endocrinologues avec qui on travaille sont très au fait de tout ça, font des examens en permanence pour vérifier l'innocuité ou la dangerosité des traitements. Mais si vous voulez, ça, c'est une médecine en construction, un petit peu, autour de ces questions-là. C'est ça le problème, c'est que c'est en construction depuis 30 ans. Il faut bien la construire. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la Suède et l'Angleterre, qui ont commencé depuis beaucoup plus longtemps que vous, ce qui leur est reproché aujourd'hui, pas du tout, pas à vous spécialement, c'est justement de ne pas avoir fait suffisamment d'études et d'être encore 30 ans après sur un mode expérimental. Cela dit, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends parfaitement, je ne suis pas braquée, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des indications. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mais je veux dire, il n'en faut pas du tout, etc. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le livre de Caroline Eliachev et de Céline Masson s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre. La fabrication. C'est bien La fabrique de l'enfant transgenre. Et le livre de Serge Effez s'appelle Transition, réinventer le genre, chez Kalman Levy. Merci. Merci. Changement de genre, changement de sexe, 3e partie. Nos grands témoins sont Elisabeth Roudinesco, bonsoir. Vous êtes historienne de la psychanalyse, vous êtes psychanalyste, vous avez écrit un livre sur Lacan, des livres sur Freud, sur la famille. Et votre dernier livre, Soi-même comme un roi, essai sur les dérives identitaires, a été publié aux éditions du Seuil. Et vous êtes une des fondatrices de l'Institut d'Histoire et Lumière de la Pensée avec votre compagnon Olivier Bétourné. Avec vous, Patrick Landman. Patrick Landman, vous êtes psychanalyste, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes juriste, vous êtes membre d'Espace Analytique, vous êtes auteur de Tous hyperactifs chez Albin Michel, et ce que les psys apportent à la société, je ne cite que quelques-uns de vos livres. Mais tous les deux, vous avez participé à un colloque dont vous étiez l'une des organisatrices, Madame Roudinesco. C'était une réunion débat de l'Institut d'Histoire et Lumière de la Pensée sur la transidentité. Et on peut se poser la question, après avoir lu les comptes rendus que vous avez faits de ce débat, au fond, quelles sont les différentes prises de position à propos de cette question du changement de genre et du changement de sexe. On a l'impression qu'il y a d'un côté des gens qui sont convaincus qu'au fond ce changement de sexe
c'est plus tellement à l'ordre du jour, et que ce qui compte, c'est le changement de genre. Et tout le monde parle de la fluidité du genre pour mieux cacher des oppositions, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, oppositions qui existent. C'est-à-dire d'un côté, des gens qui ne veulent pas qu'on incite les gens à changer de sexe, qu'on les incite trop à changer de genre et à changer de sexe, et d'autres qui disent laissons faire, laissons venir, et laissons la demande être ce qu'elle est, et tentons d'y répondre de façon fluide. Alors, je voudrais que vous expliquiez de quelle nature est cette contradiction. Est-ce que vous voulez bien le faire, Patrick Landman ? Oui, je veux bien essayer, tel que vous présentez le problème. Je crois que le sexe, il y a quand même une dimension biologique. Ça a été dit d'ailleurs par vos interlocuteurs précédents. Et cette dimension biologique, à mon avis, elle est quand même incontournable. Vous savez, évidemment, Freud avait dit, c'est d'ailleurs dans le livre d'Elisabeth Roudinesco, il avait dit « l'anatomie, c'est le destin ». C'est plus tout à fait vrai, mais ça reste quand même une phrase à interroger. Par ailleurs, il y a la phrase aussi de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Je pense que ça illustre pour le grand public deux aphorismes qui montrent au fond l'opposition entre le sexe et le genre. Et je pense que le fait d'être passé du sexe au genre, il y a il y a un progrès épistémologique dans la mesure où on n'assigne plus de façon naturaliste la question de l'identité sexuée, on n'assigne plus de façon essentialiste la question de l'identité sexuée, mais il y a des risques, c'est-à-dire des risques de dérapage, de totalement nier l'existence de ce sexe biologique, l'existence de cette anatomie, et de considérer au fond qu'on peut s'en passer ou qu'on peut la dénier sans conséquence. Par ailleurs, l'intérêt, je dirais, de parler du genre, c'est aussi parce que pendant très longtemps, on parlait surtout des rapports de classe. Là, je passe à la question sociale. On parlait surtout des rapports de classe qui existent, mais on niait, au fond, qu'il y ait des rapports sociaux entre les sexes. Et ces rapports sociaux entre les sexes, ils existent et ils ont été visibilisés par ces études de genre qui étaient souvent d'ailleurs au départ faites par les féministes, par les mouvements féministes. Déjà avant-guerre, il y avait déjà des prémices. Puis après, bien sûr, après-guerre et puis à partir des années 60, 70, 80. Et je trouve que ces études de genre ont, dans un premier temps, apporté énormément à la pensée et, je dirais, sont encore à étudier. Maintenant, peut-être que le problème qui se pose, c'est qu'on arrive à une sorte de dérive par moment où on nie totalement l'existence de la biologie, on est totalement dans une espèce d'imaginaire de toute-puissance que dénonce très bien le livre d'Elisabeth Roudinesco concernant l'identité, où chacun choisit son identité, et c'est vrai. Moi, je ne crois pas qu'on pousse les enfants, parce que la question, c'est les enfants. On va dire, les adultes, bon, c'est une question qui va se résoudre. Il y a peut-être encore beaucoup de choses discriminatoires, mais ça va se résoudre. La question, c'est les enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas un consentement éclairé comme ça. Je veux dire, les enfants sont des enfants. Alors, est-ce qu'on les pousse, est-ce qu'on les fabrique dans le sens d'une transition de genre, ou est-ce qu'on les accompagne? Est-ce que Alors, c'était ça l'opposition, au fond. Est-ce qu'on est dans une espèce de manipulation des enfants et qui fait qu'il y a une idéologie qui est derrière, qui pousse, pas de façon complotiste, mais qui de façon factuelle, et qui pousse à fabriquer comme ça cette ce que disait Caroline Yachev. Ou est-ce qu'au contraire, on a des enfants qui sont en souffrance et qui trouvent là, je dirais, dans le discours courant et dans la société, de quoi fixer leur angoisse, de quoi fixer leur souffrance. Et puis, il y a toujours eu un débat. Position de Serge Effès. C'est ce que disait Serge Effès. Alors ça, c'est vraiment que c'est un débat clinique, c'est un débat éthique et c'est un débat, je crois, sociologique aussi. Elisabeth Roudinesco. Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Patrick. Nous avons organisé d'ailleurs cette soirée, ce colloque très intéressant ensemble en invitant tous les cliniciens qui s'en occupent. Historiquement, le genre et le sexe a toujours existé. Vous avez le livre de Thomas Laqueur qui le montre très bien. Tantôt on a privilégié le genre, tantôt on a privilégié le sexe, et tantôt on a privilégié la dimension sociale de l'individu. En réalité, tout sujet est fait des trois approches. On est à la fois la construction qu'on s'est faite soi-même,
en partie inconsciente d'ailleurs, souvent. On est bien entendu sexué, il n'y a pas d'assignation à la nature. Dire qu'on est assigné un sexe qui n'est pas le nôtre biologiquement, c'est pas vrai. La biologie existe, c'est un réel. Alors on peut le changer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et d'autre part, on a aussi une dimension d'approche sociale. Et c'est vrai que depuis les années 90, je dirais la chute du mur de Berlin et l'échec du communisme, on s'est beaucoup plus intéressé à des questions identitaires, que ce soit les questions de race, les questions d'identité en tout, de toute manière. J'ai énuméré le nombre de dérives identitaires qui existent, c'est fou ce qu'il y a, tout est identitaire. Deuxièmement, en ce qui concerne notre débat d'aujourd'hui, le changement est venu du fait qu'on a dépsychiatrisé complètement la question du changement de sexe. Il y avait autrefois le transsexualisme, on parle aujourd'hui de transgenre. Ce qui signifie que les choix, à partir du moment où on est adulte, on peut garder les deux sexes, alors que les transsexuels changeaient intégralement. Et du coup, en effet, c'est absolument vrai que toutes ces théories ont apporté beaucoup dans la réflexion, mais je trouve que le débat est devenu mais insensé, d'une violence incroyable. On empêche des conférenciers. J'ai moi-même été traitée de tous les noms, y compris d'homophobe, enfin, ce qui est aberrant compte tenu des positions que j'ai sur le mariage homosexuel. Mais je pense que la question est prise du côté de la stigmatisation. Bien sûr que tout ce qui est différent est stigmatisé, on est bien d'accord, il faut lutter contre toutes les formes de stigmatisation. Mais la question de la transidentité n'est pas la même que celle de l'homosexualité, même si on peut mettre les combats en commun. Il se trouve aujourd'hui que la plupart de ceux, parmi les psychanalystes et même les psychiatres, qui sont hostiles à toute réflexion, qui sont contre, au fond, les questions trans de changement, ont été aussi contre le mariage homosexuel. Et c'est vrai que là, il y a une tendance réactionnaire. C'est pas la mienne. Simplement, je pense que c'est pas le même combat. Pour le dire très simplement, la dépsychiatrisation de l'homosexualité, elle va de soi. Les homosexuels, pour vivre en couple, adopter des enfants, faire la GPA, j'y suis parfaitement favorable, ils n'ont pas besoin de la médecine, ni de l'endocrinologie, ni de la psychiatrie. Alors que les transgenres ont besoin de cet appui sur la médecine. Et toute la question est de savoir est-ce qu'on peut démédicaliser, dépsychiatriser, puis remédicaliser en endocrinologie. Ces opérations sont terribles. Alors, c'est lié aussi à l'avènement de l'importance capitale. Alors pourquoi terrible ? Parce que vous dites... Parce qu'il y a des chirurgies. Mais aussi parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, il n'y a pas de retour en arrière possible. Évidemment, quand vous vous faites enlever les seins, l'appareil génital, et même quand on prend des hormones à vie, c'est quand même, on se dit, le désir de changer de sexe est tellement fort, et ça, il faut en tenir compte, qu'ils peuvent supporter des médicaments terribles, voilà. Je pense que historiquement, c'est lié à l'avènement de l'importance capitale du corps, chirurgie esthétique, capacité aujourd'hui à faire ce qu'on veut avec son corps, et à, en effet, cet individualisme contemporain. Donc, pour revenir à ce qui a été dit, je pense que la question va maintenant se poser tout à fait autrement. Il faut sortir des violences, des insultes, des boycotts de conférences les uns des autres, ça n'est pas admissible. Mais la question va se poser sur le consentement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Est-ce qu'un enfant est consentant ? À partir de quel âge est-il consentant à une intervention, quelle qu'elle soit ? Et en ce sens, je suis d'accord avec Serge Effert sur l'écoute de la souffrance, mais on va réglementer. Et tout ce qui a été évoqué du fait que maintenant des services entiers de transformation des enfants ont été fermés, c'est qu'on est confronté à cette question. Que veut un enfant ? Et d'autant plus qu'on est en train de régler aussi les problèmes de l'âge du consentement à une relation sexuelle. À partir du moment où, avant 15 ans, un enfant n'est pas consentant à une relation sexuelle, même s'il l'a, je ne vois pas comment il pourrait être consentant à des opérations comme ça. Donc c'est comme ça, je pense, que les États vont intervenir et réglementer, et aussi sur la question de l'état civil. Patrick Landman, soyons très concrets. En face d'un enfant qui vous dit « je ne suis pas à l'aise dans mon corps », on m'a qualifié de petite fille,
je veux être un petit garçon. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ça ne se pose pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que l'enfant va dire, par exemple, un petit garçon, j'ai en face de moi un petit garçon, il va dire, je suis une fille. Bon, il ne va pas dire, je voudrais être une fille. Parce que là, on est dans le domaine, je dirais, qu'on connaît bien, nous, les psychanalystes, qui est le domaine, effectivement, du fantasme. De l'identité sexuelle, de la recherche oedipienne, du fantasme, etc. Il dit, je suis une fille. Alors évidemment, on ne va pas prendre ça pour argent comptant, on va évidemment lui dire qu'est-ce que c'est qu'une fille, pourquoi, enfin on va essayer de travailler avec lui, de travailler aussi avec les parents, et au bout du compte, on verra bien, il y en a qui au bout d'un certain temps, moi j'ai un certain recul étant déjà assez âgé, qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils ont, au moment d'ailleurs de la découverte de la différence des sexes, quelque chose s'est imprimé dans leur psyché, qui fait qu'ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Et il n'y a pas une fabrication, là, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'ils continuent à dire « je suis une petite fille », alors qu'ils sont un petit garçon. Alors, souvent, des années avant, c'était invisibilisé, c'était, comme souvent, encore avant, l'homosexualité. Le nombre d'homosexuels n'osaient pas dire qu'ils étaient homosexuels, n'osaient pas se l'avouer à eux-mêmes, même. Là, c'est pareil. Mais maintenant, c'est plus visible. Donc, on va voir comment ça évolue dans cette visibilité. Et les parents, parfois, réagissent de façon, ils sont vraiment choqués parfois. Ils ne sont pas du tout consentants comme dans le documentaire que vous avez cité. Ils sont parfois extrêmement choqués. Et avec eux aussi, il faut les accompagner. Et puis, il y en a qui changent, évidemment, au bout d'un certain temps. Mais alors, l'étape clé, c'est la puberté. L'étape clé, c'est la puberté, parce qu'évidemment, tout change. Et à ce moment-là, n'importe quel adolescent se pose des questions identitaires, se pose des questions de son choix d'objet sexuel, etc. Donc c'est à ce moment-là que se jouent des choses très, très importantes. Et de ce point de vue-là, il y a un problème qui est souvent évoqué, et ça a été d'ailleurs évoqué un peu par Serge Effet, qui est le risque suicidaire. C'est-à-dire, si un adolescent vous dit, un garçon vous dit je suis une fille, et si vous ne faites rien, je caricature, je vais me suicider, c'est une souffrance. Il a parlé de souffrances atroces, etc. Alors, c'est le problème du risque suicidaire, c'est-à-dire que quand on est confronté, c'est la hantise des psychanalystes et c'est la hantise des psychiatres, le risque suicidaire. Évidemment, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc, on est là. Alors, ce qu'il y a, et je terminerai là-dessus, c'est que ça vient rencontrer un article que j'avais cité d'ailleurs dans la soirée qu'avait organisée Elisabeth Rudinesco et Métourné. Il y a un article qui est l'article 1111, alinéa 5 du Code de santé publique, qui dit que le médecin peut se passer du consentement des parents. C'est-à-dire que pour une intervention, c'est-à-dire que c'est une brèche. C'est une brèche dans le consentement parental. Vous parlez d'intervention biologique, là. Intervention biologique. On n'est plus chez le psy, là. C'est pas précisé. On est passé du psy au biologiste. Voilà, on est passé au biologiste ou au chirurgien même, pour la mastectomie. Donc on est là face à un mineur qui est le médecin ou le chirurgien peut, s'il estime qu'il y a un danger pour la vie de cet adolescent, il peut très bien se passer du consentement des parents. Donc on voit bien que cette question et les études se fixent là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y a une énorme suicidabilité chez ces adolescents, d'autres qui prouvent que non. Bref, comme toujours, les études, c'est toujours à géométrie variable. Mais ça, c'est un point important. Et je pense que quand on va réglementer, il faudra effectivement tenir compte de cet article de loi. Mais vous ne m'avez pas dit ce qu'on décide, parce que l'enfant demande à changer de sexe et de genre, et ça dépend. Si vous passez de l'accord des parents, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi je suis pas chirurgien, je suis pas endocrinologue, mais on me demande parfois mon avis sur effectivement les risques. Une fois, ça m'est arrivé qu'on me demande mon avis sur les risques suicidaires si on faisait rien. Effectivement, j'ai évalué en tant que clinicien si effectivement il y avait un risque suicidaire avéré, et c'est jamais à 100%. Mais c'est évidemment, à ce moment-là, il faut agir.
On ne peut pas laisser quelqu'un se suicider. Hein, il faut agir et donc accepter qu'il change de sexe. Non, on n'opère pas. Non, on n'opère pas les enfants. On n'opère pas. Mais on peut retarder la puberté. C'est ça. Retarder la puberté, donner des donne les bloqueurs. Qui sont le retard de puberté est réversible. Hein. Ça, c'est réversible. C'est réversible. On peut commencer par un retard de puberté. On voit si ça calme. Et d'ailleurs, dans les études, il semblerait que quand on entre dans ce système, ça calme un peu. On a l'impression que l'enfant a l'impression qu'il a été entendu. Donc ça, le retard de puberté, ça se donne aussi sur des enfants qui ne veulent pas du tout changer de genre. Hein. Ça se donne parce qu'il y a un risque qu'ils soient d'ananisme, par exemple, parce qu'ils vont être... donc on peut faire retard de puberté. Et puis parfois, il faut aller plus loin parce que ça ne suffit pas. Mais moi, je ne crois pas, je dirais qu'on fabrique systématiquement, la médecine ou la psychiatrie fabrique des enfants transgenres. Je n'ai pas cette idée. Je trouve que c'est une conception... Ça veut dire que ça existe dans la réalité et que voilà, c'est un fait clinique. Il faut faire avec. C'est un fait clinique et maintenant ça devient une sorte de marqueur social. Parce que, pour tout un tas de raisons, et donc il faut le traiter comme tel. Parce que l'intérêt de la psychiatrie, c'est que c'est pas simplement de la clinique. C'est une interface avec l'histoire, c'est une interface avec la socialité, avec la politique, avec l'éthique, etc. Donc, alors moi je voudrais juste dire que la dysphorie de genre, c'est très bien qu'on l'ait changé, mais c'est le problème du DSM, c'est-à-dire de la scarification américaine. Ça provoque un surdiagnostic. Ça a vocation à provoquer un surdiagnostic. Je n'emploierai pas le mot d'épidémie parce que... Ah non. Elisabeth va sortir. Ah non, merci. La pauvre. On n'est pas encore sorti en plus de la vraie épidémie. Ça n'a rien à voir avec cette épidémie, mais c'est surdiagnostic. Et évidemment, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire, à partir du moment où on a désigné ça, on a tendance à surdiagnostiquer. Parce que tous les cliniciens ne sont pas nécessairement formés à... Elisabeth Rounesco, soyons très clairs. Avec cet enfant dont on vient de parler, imaginaire, qui demande à aller jusqu'au changement de sexe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, surtout s'il y a le risque suicidaire dont vient de parler Patrick Landman, qu'est-ce qu'on fait? On peut donner des médicaments, les bloqueurs de puberté, pourquoi pas, mais pas d'opération. On n'intervient pas sur le corps avant 18 ans. Voilà. D'ailleurs, c'est... Et on lui dit à l'enfant, on lui explique. On lui explique, on fait toutes sortes de choses, mais attention, ce que disent tous les cliniciens que nous avions invités, c'est qu'ils ne veulent rien entendre. Et donc, ils veulent absolument, ils sont convaincus qu'ils ont été assignés à un sexe qui n'est pas le leur. Mais c'est une conviction qui ne va pas. Parce qu'on n'est pas assigné, seul l'État, seul l'être humain, seule une institution assigne. La biologie n'est pas une assignation, c'est la nature. Ça existe, hein. La biologie existe. Alors après, on peut évidemment dénaturaliser, on doit absolument tenir compte des constructions sociales, des constructions psychiques. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on réglemente de façon à ce que les médecins ne soient pas toujours confrontés à des dilemmes de ce genre. Voilà. Alors on réglemente comment ? Il faut réglementer qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Moi, je suis favorable à ce qu'en tout cas, avant 18 ans, il n'y ait pas d'intervention chirurgicale. D'ailleurs, il n'y en a pas en France. Non, normalement, il n'y en a pas. Le problème ne se pose pas tellement sur les bloqueurs de puberté qui peuvent être là, mais sur les hormones. Ou alors oui, ils peuvent être irréversibles. Enfin, peuvent être irréversibles, mais qui présentent des risques quand même. Énormes. Serge Effès en a parlé d'ostéoporose, par exemple. Oui. C'est un vrai problème, l'ostéoporose. C'est pas... Oui. Tout ce qui est risqué, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Et j'ai bien dit, hein, d'autant plus que notre société est en train de réglementer à partir de quel âge on est consentant. Maintenant, va se poser la question de l'état civil aussi, qui est un problème juridique fondamental. Est-ce que le fait que si vous voulez, qu'il y ait moins aujourd'hui de transsexualité et plus de transgenres, c'est-à-dire ceux qui veulent garder la possibilité avec les organes génitaux, ce qu'on a vu, hein, une femme garde son utérus tout en devenant un homme physiquement, ça va poser des problèmes juridiques essentiels. Est-ce qu'on va faire un état civil neutre, un état civil non binaire, comme ils disent? Ça, c'est une vraie question on va voir comment ça va se poser. Peut-être pas. Mais j'ajoute aussi que quand même, il y a un vocabulaire qui s'est créé, que j'ai appelé parler obscur de tous les côtés. Qu'est-ce que dysphorie de genre? C'est le DSM, c'est un vocabulaire médical. Cisgenre, dégenre, machin, tout ça.
il s'est créé un vocabulaire militant de tous les côtés, hein, qui d'ailleurs favorise les critiques les plus réactionnaires quand même. Il faut aussi essayer, je dis que quelquefois, être révolutionnaire, être le plus à l'avant-garde, ça peut être avoir une position modérée, hein. C'est-à-dire de calmer le jeu et d'arrêter de s'étriper sur des questions qui sont très graves. Est-ce que vous pensez que la justice peut dire quelque chose avant la majorité? Ah oui, on peut, parce qu'il y a de même qu'on le fait pour les questions de consentement sexuel, nous savons aujourd'hui qu'au-dessous de 15 ans, hein, il n'y a pas de consentement, mais il va de soi que si c'est une fille qui a moins de 15 ans avec un garçon qui a 16 ans, on ne va pas appliquer la loi de la même façon que si c'est un type de 36 ans, qu'un homme. Voilà. Donc, c'est pas du tout. Il y a aussi des Est-ce que la justice a quelque chose à dire à partir du moment où... Le droit. C'est le droit qui a quelque chose à dire. Oui, enfin, le droit a quelque chose à dire à partir du moment où le médecin ou le psychiatre accepte un certain blocage éventuellement de puberté, accepte de donner des hormones. Est-ce qu'il peut y avoir à ce moment-là un changement juridique? C'est-à-dire que la demande qui est je veux un prénom féminin alors que j'ai un prénom masculin, est-ce qu'on peut l'entendre, à votre avis, avant 18 ans ou pas? Ah oui. Oui, on peut l'entendre. On tendrait la satisfaire? Oui, pourquoi pas. C'est sur le corps que la question se pose, sur la réversibilité. Voilà. J'ai bien compris. Sur le reste, sur l'interface sociale, quelqu'un qui souffre, qui a envie... Pour l'instant, c'est pas le cas. Une très jolie jeune fille de 14 ans qui est blonde et très jolie, très mignonne, c'est vrai qui a envie qu'on l'appelle Roger, moi ça ne me gêne en rien. Je ne vois pas pourquoi le droit... Ça ne vous gêne en rien, mais est-ce que le droit va l'accepter? Mais pourquoi pas? C'est le droit. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il faut tout réglementer, mais c'est vrai que... D'accord, alors là. Il y a des choses à réglementer. Écoutez, ça soulagerait les médecins, d'ailleurs. Ça soulagerait les médecins parce qu'ils sauraient... C'est ce que Elisabeth vient de dire. On va ouvrir l'imprévisible, pardon. Je ne sais pas, mais ça va être en débat. Hein. C'est-à-dire, en effet, vous savez, les enfants, hein, nous le savons tous, les enfants ont besoin d'ordre. Les enfants sont très normatifs. Les enfants, si on veut les éduquer intelligemment, il faut qu'il y ait des règles. Vous le savez très bien. S'il y a absolument aucune règle et qu'on leur dit on fait ce que tu veux, etc. Ou qu'on les élève, par exemple, et ça s'est vu, en disant tu choisiras toi-même ton sexe, enfin c'est pas possible. Les enfants ont besoin d'un ordre, ils ont besoin d'une discipline, ils ont besoin d'une norme, pour ensuite la contester, pour ensuite devenir des sujets pensants. Et ils ont besoin que la société dise quelque chose. Oui. Alors la question qui se pose, c'est... le consentement. Oui, le consentement, d'accord. Mais une fois que ma demande est réitérée, ma demande de changement de sexe est réitérée, on me dit non, pas de changement de sexe. Pas avant 18 ans. Pas avant 18 ans, mais vous pouvez quand même m'appeler Géraldine alors que je m'appelle Gérard. Ah oui, tout à fait. Mais ça ne sera pas, disons, légalisé encore par l'état civil, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, moi, je peux vous dire que je voulais être un garçon. J'ai jamais pensé que j'étais un garçon. Ah oui. Mais à l'époque dans laquelle j'étais enfant, c'était infernal pour les filles. On était obligés, on n'avait pas le droit de mettre des pantalons, on faisait ceci, on était obligés de faire cela. Ben moi, je m'habillais en garçon. Hein. L'école m'a renvoyée, mais il y avait... Si vous voulez, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. La grande différence, comme l'a très bien dit Patrick, c'est la certitude d'être, pas de vouloir être. C'est deux choses différentes. Donc, à partir du moment où il y a des règles juridiques, on a une plus grande liberté. Vous savez, l'état de droit, ça donne des libertés, nous le savons. Il faut du droit pour que les sujets se déterminent ensuite, de savoir qu'ils peuvent le contester, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, etc. Et donc, d'une manière générale... Donc, vous appelez le droit à intervenir avant les 18 ans et à faire des propositions pour qu'on ait quelque chose à dire à ces jeunes dans une demande. Et surtout qu'on ait un cadre à partir duquel on peut raisonner, et voir éventuellement des exceptions, voir comment... Tout à fait. Le droit, c'est une chose, mais en même temps, après, quand on a affaire à quelqu'un de particulier, il faut adapter, évidemment. Bien sûr. Mais le droit, effectivement, peut donner un cadre qui soulage et
et qui permet effectivement de donner une réponse qui ne soit pas une réponse, je dirais, autoritaire, mais qui est une réponse en disant c'est comme ça. Démocratique. C'est démocratique. Les États de droit. Alors le droit, en plus, il n'est pas fabriqué par quelqu'un comme ça. Il y aura des débats entre toutes les associations, tous les gens concernés. Et alors Patrick Landman, un mot sur l'instance psychiatrique. Les psychiatres, vous êtes psychiatre et vous avez cette demande d'un jeune qui vous dit ceci ou cela. J'entends bien, tout le monde va me répondre, ben on l'écoute, d'accord, on l'écoute. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette écoute? Je veux dire, est-ce qu'on fait pression de façon scandaleuse, nous dit Eliachev, dans le sens d'un changement de genre, ou bien est-ce qu'on encourage cet éventuel changement? Ça peut être ni l'un ni l'autre. Bon. Ça peut être ni l'un ni l'autre. Simplement, on peut mettre en avant, on peut d'abord orienter, je dirais, lui présenter les risques quand même s'il s'engage dans un processus de transition. Ça dépend quel âge il a aussi, ça dépend le contexte familial, comment la famille et l'environnement scolaire prennent les choses. Mais disons qu'on peut lui mettre en avant au fond les risques qu'il prend. Mais, à mon avis, il ne faut pas ni le décourager, ni lui interdire, ni même lui favoriser. Comme s'il y avait une suggestion. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suggère jamais ce genre de choses. Mais l'intervention psychiatrique peut être complètement neutre? Elle essaye de l'être, elle ne peut pas l'être complètement. Et d'ailleurs, je vous signale que dans les études de genre, ils ont amené ce qu'ils appellent l'épistémologie de position. C'est-à-dire que même dans la science dure, celui qui fait l'expérience, il met quelque chose de lui-même. Alors, dans la psychiatrie, encore plus. Donc, on est interpellé au niveau de subjectivité. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas de recevoir ces demandes-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui auraient tendance à adhérer tout de suite et d'autres qui, au contraire, se braquent. C'est comme ça, hein, c'est la psychiatrie, c'est pas de la scientifique. Mais bon... on a un problème plus large. Ça fait quand même plus de 20 ans, presque 30 ans, que tous les États démocratiques, j'insiste, hein, donc les États de droit, réfléchissent à comment faire intervenir dans le droit la question de la subjectivité. Regardez le débat sur l'offense. Regardez les débats sur les accusations d'abus sexuels. On est pris dans des situations dans lesquelles il faut quand même des preuves en droit. Il faut des preuves. Est-ce que quelqu'un qui s'estime offensé par rien que la présence de quelqu'un, est-ce que le droit à l'offense généralisée peut entrer, hein, enfin, comment ça peut entrer dans le droit? On est en train de réfléchir depuis plus de 20 ans dans tous les États à savoir qu'est-ce qu'on fait entre la subjectivité et les questions de droit qui, pour ne pas devenir injustes ou discriminatoires dans aucun sens, sont obligés de dénoncer des lois. C'est ça que je veux dire. Et il y a des choses qui sont interdites, d'autres pas, et ensuite on discute. Mais c'est un moment très important hein, qu'on vit. C'est quand même un changement radical de société. Merci à tous les deux. Alors, Elisabeth Roudinesco est l'auteur de Soi-même comme un roi, dérives identitaires, et Patrick Landman est l'auteur de Ce que les psys apportent à la société, et tous hyperactifs, de livres chez Albin Michel. Alors maintenant, fermez votre télévision, et au lieu de combattre ceux qui ne pensent pas comme vous, dans ce domaine du changement de genre et de changement de sexe, essayons de réfléchir chacun à penser contre soi-même. En pensant contre soi-même, on intégrera les deux opinions majoritaires qui s'expriment aujourd'hui. Bon courage.